Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Vous êtes bien sur le site Congo Liberty. Nous recevons un intellectuel congolais, Monsieur Mwanda Musoki. Comment allez-vous? Oui, ça va, je me porte bien, Monsieur Mingwa. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ben écoutez, nous ça va, on est toujours content de vous recevoir dans nos studios ici à Paris. Monsieur Prosper Mwanda Musoki sur Congo Liberty. Alors, on va rapidement entrer dans le vif du sujet puisqu'on ne vous présente plus. Vous êtes connu dans la diaspora congolaise comme un activiste très très dynamique. Alors on parle de plus en plus de dialogue au Congo. Il y a le premier ministre de M. Sassou Nguesso par l'intermédiaire de son ministre Elvis Tsalissan Okombi qui rencontre ou qui a rencontré plusieurs personnalités dont celle de l'opposition. Est-ce que vous pensez, M. Mwanda Musoki, que l'heure est arrivée pour que les Congolais dialoguent? Merci M. Mingwa pour la question. Bon, vous savez, le dialogue dans l'absolu, c'est une bonne chose. Hein. Personne ne peut dire qu'il est contre le dialogue dans l'absolu. Maintenant, eh bien, quand on parle de dialogue, il faut savoir ce que l'on met derrière. Parce que ça n'est pas seulement le mot. Autant qu'on puisse s'en souvenir, on sait que, eh bien, au Congo, il y a souvent eu des dialogues depuis, d'ailleurs, que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997. Il y a eu un dialogue à Brazzaville, il y en a eu 2 ans après à Evo, 2 ans après à Dolisie, 2 ans après à Sibiti. Et bon, est-ce que ce sont des vrais dialogues? Donc, ce serait bien effectivement qu'il y ait un dialogue, mais alors à ce moment-là, il faut que ce soit un dialogue sincère. Il faut que ce soit un dialogue pensé, que autant sur le fond que sur la forme, les acteurs politiques soient d'accord. Qu'il ne soit pas comme la dernière fois où on a plutôt assisté à une espèce d'injonction où on évitait l'opposition, ou plutôt on lui donnait l'injection de venir s'asseoir avec une organisation qu'on avait préparée à l'avance, avec un ordre du jour aussi qui avait déjà été prévu à l'avance. Mais là, je suis pour le dialogue, mais il faut qu'il y ait des préalables. Alors, préalable, vous dites que les derniers dialogues ont été comme imposés par Sassou Nguesso, tant dans la forme que dans son contenu, mais je pense que ces opposants-là, en tout cas ceux qui se revendiquent de l'opposition, avaient la liberté de dire non, par exemple, au dernier de Sibiti. Bien évidemment, enfin, c'est ce que moi également le reproche, hein, parce que, vous savez, nous travaillons avec d'autres amis ici, quand l'opposition partait au dialogue, on avait expliqué que ce n'était pas un. Il fallait faire le distinguo entre ce qui était dialogue et ce qui n'était pas là. Et je me rappelle qu'à une réunion, j'avais comme ça convoqué Parménide, un philosophe présocratique, qui lui nous dit qu'il faut faire le distinguo entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre l'être et le non-être. Et je pense que, et finalement, la suite nous donne raison, nous pensons que le dialogue, en fait, le rassemblement de Sibiti est un non-dialogue. Effectivement, il ne fallait pas que l'opposition allât dans ces conditions-là à ce rassemblement en fait, de politiciens. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour votre part, dans le cadre de votre réflexion politique, en ce qui concerne le dialogue? Est-ce que vous pensez, par exemple, que ce dialogue, comme l'a dit sur notre site M. Marc Mapingu, qu'il fallait qu'il se tienne à l'étranger parce que les conditions n'étaient pas remplies? Et qu'est-ce que vous pouvez avoir pour objectif dans le cadre d'un dialogue? Bien sûr, dans le cadre du dialogue, effectivement, les préalables qu'il faudra poser, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, qu'il soit préparé en amont par l'opposition et le régime en place. En ce qui concerne le lieu, je suis tout à fait d'accord avec M. Mapingu qu'il serait souhaitable que cela ne se passe pas, on va arrêter avec la concordance de temps, que cela ne se passe pas à Brazzaville parce que malheureusement en fait la sécurité n'est pas assurée. On voit encore que la police peut bastonner qui il veut, on peut enlever comme ça un acteur politique sans coup férir. Donc ça serait effectivement souhaitable que si c'est le cas, cela se passe à l'étranger. Moi je pense que ça serait aussi intéressant, en fait ça serait nécessaire qu'il y ait la présence de la communauté internationale, qu'il y ait par exemple la présence de l'ONU pour superviser tout cela.
Alors, l'étranger, on parle beaucoup de Paris parce que la France est le premier partenaire commercial du Congo, mais certains disent que la position de la France aujourd'hui, avec ce que la presse française a révélé sur la visite de son ambassadeur à Brazzaville auprès du général Mokoko, qu'il serait mieux de s'orienter plutôt vers le Sénégal. Alors, est-ce que vous pensez qu'un dialogue organisé en France peut atteindre ses objectifs? Bon, bien évidemment, moi, si j'avais vraiment un choix à faire, moi, j'opterais plutôt pour le Sénégal, parce que, eh bien, c'est un pays déjà africain et un pays où la démocratie commence déjà à faire ses preuves. Et bon, Paris aussi serait une bonne chose. Mais bon, là, c'est vrai que je crois que la jonction se ferait peut-être au Sénégal, étant donné qu'on est, lorsque nous partons du sud du Sahara, et que, donc pour ceux qui partiront du sud du Sahara et ceux qui partiront de l'outre Méditerranée, je crois que ça serait un point de jonction intéressant, même pour le symbole, une fois de plus, dans un pays africain, ça serait une bonne chose. En ce qui concerne bon, la France, oui, ça serait une bonne chose que ça se passe aussi à Paris. Mais bon, pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos de la visite rendue par M. Vidon au général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, d'après ce que nous avons appris sur la presse, et on n'a pas eu non plus de réponse, en fait, ou de contradiction par rapport à ce qui a été dit. Donc s'il est vrai que M. Vidon est parti voir M. Jean-Marie Michel Mokoko pour lui demander de reconnaître sa défaite, entre guillemets, de reconnaître le régime en place, je crois que là, on est carrément dans l'ingérence dans les affaires d'un État tiers. Et nous sommes quand même en plein 21e siècle. Je pense qu'il faut plutôt qu'on arrête avec cette façon de faire la politique. J'aimerais aussi quand même dire, en ce qui concerne les dirigeants français, qu'il ne faut pas penser que M. Denis Sassou Nguesso est le seul à pouvoir protéger les intérêts français. Je pense que tout Congolais que nous sommes, surtout nous qui sommes à cheval entre la France et le Congo, savant que la France a des intérêts dans le pays et que ces intérêts doivent être préservés. Et aussi, je vais m'adresser aussi à ceux qui nous disent que nous autres voulons couper le cordon ombilical entre la France et le Congo, en particulier entre la France et les États francophones africains. J'aimerais dire déjà, pour commencer, que, eh bien, affirmer qu'il y a des liens ou un lien ombilical entre la France et le Congo, les pays africains, francophones, relèverait vraiment de l'abus de langage. Il n'y a jamais eu de lien ombilical entre l'ancienne puissance coloniale et les États africains. En revanche, ce qui existe et qu'il faut vraiment préserver, ce sont des relations culturelles, historiques, économiques, entre les deux pays, ou entre des relations bilatérales et multilatérales avec ces pays africains, qu'il faut vraiment préserver dans l'intérêt des peuples africains et du peuple français. Et ça, je pense que n'importe quel acteur politique, même dans l'opposition, est prêt à travailler dans ce sens-là. Donc qu'on arrête, s'il vous plaît, qu'on arrête de penser que M. Denis Sassou Nguesso est le seul à pouvoir protéger ces liens-là. Ce que donc nous fustigeons, ça n'est pas un quelconque lien ombilical, mais nous dénonçons avec fermeté des liens alambiqués qui tissés dans compte certains dirigeants africains et certains milieux politico-économico-militaires de la France. Des liens qui profitent à une certaine nébuleuse, mais qui ne profitent ni au peuple français, ni aux Africains. Puisque, eh bien, ces relations-là, douteuses, tyrannissent l'image de la France dans les pays africains. Et nous pouvons en parler d'autant plus aisément que nous sommes à cheval, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à cheval entre les deux continents. Et le travail que nous faisons d'ailleurs à expliquer à ceux qui sont au Congo, par exemple, qui commencent à penser que la France est presque à l'origine de ces malheurs, le temps que nous prenons à leur expliquer que, attention, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les Français. Les Congolais qui vivent en France ont au moins un voisin, un collègue, un ami français qui s'investit dans des actions humanitaires sans rien demander en retour, mais qui n'ameutent pas les caméras non plus pour montrer ce qu'ils font. Donc, il faut faire le distinguo entre ce que fait une certaine nébuleuse et les dirigeants africains, certains dirigeants africains. Donc, une fois de plus, nous dénonçons des liens alambiqués nés en colonialisme
grandi en paternalisme et actuellement domicilié en France-Afrique. Voilà ce que nous combattons. Prosper Mwanda Musoki, est-ce que finalement ce dialogue-là n'est pas un prétexte pour ceux qui se réclament de l'opposition pour accéder de nouveau à des postes? Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer, quand je dis vous, c'est-à-dire la frange de l'opposition que vous représentez, avec M. Denis Sassou Nguesso? Bon, donc pour l'opposition à laquelle j'appartiens, effectivement, oui, le dialogue, une fois de plus, est une bonne chose. Mais je pense qu'effectivement, j'ai parlé de préalable tout à l'heure, on ne pourra donc aller au dialogue que dans une situation en fait calme où les esprits seraient apaisés. Il faudrait par exemple qu'au préalable, on puisse sortir les gens qui sont emprisonnés pour des raisons politiques, qui en réalité, qui n'ont pas soutenu M. Sassou Nguesso et qui se retrouvent en prison, parmi les préalables. Et aussi, puisque le pouvoir en place n'a pas vraiment gagné les élections, et tout le monde le sait, eh bien, je pense que ça serait aussi l'occasion de négocier le départ de M. Denis Sassou Nguesso, mais que ça se passe dans des conditions qui ne léseraient pas l'une ou l'autre partie, que l'on mette les intérêts supérieurs du pays en tête. Parce qu'une fois de plus, il faut se dire que tous les acteurs politiques qui sont là partiront. Moi, je pense que le vrai homme politique, le vrai homme d'État, c'est celui qui a la capacité de projeter le pays dans l'avenir sans nécessairement s'y projeter soi-même. Et ce que je suis en train de dire là est très important. Avoir la capacité de projeter le pays dans l'avenir sans nécessairement s'y projeter soi-même. Qu'est-ce que le pays deviendra une fois moi parti, doit se dire un homme d'État, sans pour autant souhaiter le chaos après soi, parce que là, on n'est pas un homme d'État quand on pense que moi je pars, eh bien, après moi c'est le chaos, ça n'est pas possible. De deux choses l'une. Ou alors, la personne qui dit cela est une exception, est un surhomme, que sans cette personne-là, eh bien, le Congo est à terre. Ou alors, on se dit, je pars, mais je ferai de telle sorte que ça ne se passe pas bien pour qu'on me regrette. Mais donc, je pense qu'on n'en est pas là avec les acteurs politiques actuels. J'espère qu'on n'en est pas là. Monsieur Prosper Mwanda Musoki sur Congo Liberty, puisqu'on parle de dialogue, vous parlez d'une sortie honorable pour Monsieur Denis Sassou Nguesso, mais est-ce que l'actualité récente africaine, en parlant de la condamnation à vie de l'ancien dictateur Hissène Habré par la Cour africaine à Dakar, ne va pas réconforter Monsieur Sassou Nguesso dans le fait qu'il se cramponne au pouvoir? Oui, donc ce qui se passe au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal, Hissène Habré a été condamné donc à perpétuité, ça doit interpeller les dirigeants africains. Et en ce qui concerne ces pays, on peut dire que c'est peut-être les puissances étrangères, mais là, donc Hissène Habré a été condamné par une cour, par les chambres extraordinaires africaines, donc des juges africains, et une fois de plus, ça interpelle aussi tous les politiques, tous les dirigeants africains à éviter de commettre certains crimes, certains délits, pour ne pas se retrouver dans ces conditions-là. Parce que, une fois de plus, ça ne fait pas plaisir de voir des dirigeants qui ont quand même représenté un pays être comme ça, au banc des accusés, et être jugés comme ça se passe maintenant pour Hissène Habré. On se rappelle qu'Hissène Habré, c'est l'homme de Faya Largeau. Hissène Habré a redoré le blason de l'armée tchadienne. On se rappelle encore, dans les années 80, fin des années 70, la Libye pouvait entrer au Tchad comme elle voulait. Le Tchad était souvent assiégé par l'armée libyenne, mais quand il est arrivé au pouvoir, Hissène Habré, il a renforcé l'armée tchadienne qui continue à faire ses preuves. Vous avez vu, dans le Sahara, l'armée tchadienne a épaulé l'armée française pour lutter contre l'AQMI. Mais ce que l'on retient maintenant quand on voit, on ne pense plus à tout ça. Donc, on a beau faire des bonnes choses pour son pays, on peut construire tout ce que l'on peut, mais si cela est émaillé surtout par des crimes, par des délits, des crimes, eh bien, l'humain a tendance à oublier le bien qui lui a été fait pour ne voir que, le mauvais côté des choses. Donc, c'est très, très pédagogique pour nos dirigeants africains. Monsieur Prosper Mwanda Musoki, intellectuel et universitaire congolais sur Congo Liberty. Est-ce que vous pensez, monsieur Prosper Mwanda Musoki, comme certains activistes congolais, qu'un dialogue aujourd'hui avec monsieur Sassou Nguesso le mettra face, ou le mettrait face,
à ses anciens collaborateurs, c'est-à-dire que on a Monsieur Mokoko, on a Monsieur Okomi Salissa, on a Madame Mounari, on a Monsieur Boao aujourd'hui qui représente cette opposition-là. Est-ce que quelque part c'est un peu incestueux ou pas? Bon, forcément, il y aura effectivement les acteurs que vous venez de citer en face de lui. Bon, les choses en sont là. Est-ce que dans l'opposition, on peut trouver d'autres acteurs qui puissent faire face? Donc, à part Tchassima Biala que vous avez cité, je sais que ça devient de plus en plus difficile. Mais bon, à ce moment-là, c'est là où effectivement il faudra... Parce qu'à la limite, on peut dire que même si les autres sont des anciens collaborateurs de M. Denis Sassou Nguesso, mais bon, est-ce qu'il faut se fier alors à la présomption de bonne foi et penser qu'ils iront mais véritablement pour les Congolais, pour le Congo, ou plutôt que ce serait une espèce de rassemblement en fait, dans l'entre-soi, entre amis. Bon, là, c'est le problème qu'il faudra éclaircir. Au moment où je vous parle, il serait peut-être difficile de répondre à cette question. Alors, cher ami, est-ce que vous croyez franchement que les personnalités que nous venons de citer peuvent renverser la table ou provoquer un changement systémique? Bon, c'est vrai que là, j'ai parlé de la présomption de bonne foi, mais là, ensuite, apparaît peut-être l'autre versant du problème. Il faut toujours avoir le doute. Il y a toujours ce doute philosophique qu'il faut avoir. C'est vrai que retrouver M. Denis Sassou Nguesso en face de ses anciens collaborateurs, bon, je pense que c'est quand même, c'est pas ce qui serait souhaitable. Est-ce que ce n'est pas non plus une espèce de... Ça peut aussi être une stratégie qui a été, je sais pas, pensée, parce que je pense qu'on a quand même vu des choses, des scénarios dignes d'Hollywood avec le régime qui est en place à Brazzaville. Est-ce que ça n'a pas été fait de telle sorte que finalement M. Denis Sassou Nguesso soit entouré que de ses anciens collaborateurs et qu'il y ait une espèce de, je ne sais pas moi, d'entente entre amis? Je sais que c'est peut-être difficile à soutenir quand je vois ce que ces anciens collaborateurs ont fait. Avant le non-référendum du 25 octobre, tout le travail qu'ils ont fait, j'ai du mal à penser cela. Si c'est le cas, c'est que, ça serait vraiment des vrais comédiens, quoi. Si c'est le cas. Mais aujourd'hui, Monsieur Prosper Mwanda Moussoki, comme vous le savez, certains disent que la plateforme de l'opposition IDC-FROCAD n'existe plus. Monsieur Tsassima Biala, actuellement à Bruxelles, a reconnu l'élection de Monsieur Sassou Nguesso. Parfait Kolela l'a fait à demi-mot. Est-ce que finalement, il n'y a pas une opposition à redynamiser? Est-ce que finalement, Monsieur Sassou Nguesso aujourd'hui, en tout cas, est-ce que le peuple congolais ne mérite pas ses opposants? Bon, je pense qu'il faut bien évidemment redynamiser cette opposition. L'erreur, en fait, qu'on avait pointée dès le départ, c'est que la plateforme FROCAD IDC s'était faite sur une base qui, de mon point de vue, en fait, n'était pas vraiment celle-là. Quand vous vous retrouvez pour juste dire non à la Constitution, bon, après, effectivement, on se retrouve dans des impasses telles que celle-là. C'est déjà dépassé, ce débat sur la Constitution. Et j'ai l'impression que, il ne se retrouve plus sur une autre base. Et voilà, donc c'est là qu'il faut, quand c'est comme ça, il faut pas que ça soit, il faut que ça soit à la limite que ce soit une défaite, mais repenser rapidement sur quelle autre base repartir. Et j'ai l'impression que jusque-là, l'opposition semble un peu tâtonner, et alors que nous sommes quand même dans l'urgence. Monsieur Mwanda Moussoki sur Congo Liberty, nous arrivons à la fin de notre émission. Je sais que vous avez été très affecté par la mort de Mohamed Ali, le célèbre et la légende de la boxe mondiale. Est-ce que cette personnalité qu'on a tant aimée vous inspire en tant que noir ou tout simplement en tant que légende de l'humanité? Oui, merci pour cette question. Moi, je viens d'apprendre justement cette triste nouvelle en venant dans vos studios. Et c'est une légende de l'humanité, je dirais, pas seulement pour les Afro-Américains, pas seulement pour le peuple africain. C'est vrai que l'on sait très bien les combats qu'il a menés en tant qu'Afro-Américain pour les droits civiques. Mais aussi, en tant qu'homme, je pense que Mohamed Ali était déjà le champion qu'il était, à 22 ans, être champion du monde à 22 ans, on se rappelle encore, les archives nous montrent ce combat contre Sonny Liston,
7 rounds et un combat qu'il gagne par KO. Ce qui était bien chez lui, c'est cette élégance qu'il avait, l'élégance et la force. Hein, chez lui, il conjuguait l'élégance et la force, et aussi le militant qu'il était. Parce que, bon, on parle souvent des prouesses sportives de Mohamed Ali, hein, qui sont indéniables. Mais ce dont on ne parle pas souvent, c'est le fait que Mohamed Ali, c'est aussi le jeune homme qui, à 25 ans, je pense, a refusé de faire la guerre contre le Vietnam. C'était une loi qui disait qu'à son âge, eh bien, il fallait être enrôlé pour aller combattre les Vietnamiens. Lui a dit non. Il a dit non parce qu'il pensait que cette loi était injuste. Parce qu'il pensait que ces autorités-là, si légitimes fussent-ils, eh bien, édictaient là une loi qui était injuste. Et je pense que là, c'est une véritable leçon, pas seulement, même pas politique, c'est une leçon d'éducation civique, hein, qu'il donne à tout le monde. Dans les pays de droit, on apprend ça aux enfants. On apprend aux enfants qu'une loi, quand elle est injuste, on ne l'exécute pas. On vous dit d'aller tuer, vous ne l'exécutez pas. Et en ce sens, il me rappelle Kaliaïev. Kaliaïev, c'est, vous savez, Albert Camus a écrit Les Justes. Rapidement, Kaliaïev, c'est ce jeune intellectuel qui est enrôlé dans un parti révolutionnaire et à qui l'on donne mission d'aller assassiner le grand-duc, neveu du tsar, le grand-duc. Il accepte la mission, mais quand il arrive à l'endroit, il se poste, il voit la calèche du grand-duc arriver, il est prêt, il est sur le point de tirer, mais quand il voit que le grand-duc est encadré de 2 enfants, sa petite nièce et son petit-neveu, il ne tire pas. Il repart et il explique que, eh bien, c'est vrai, je voulais bien faire la mission du parti, mais je ne peux pas tuer les enfants. Je ne peux pas tirer sur des enfants. Quand j'ai vu ces regards innocents, j'ai dit non. Et rapidement, c'est en réplique aux mains sales, les mains sales de Sartre, qui lui, bon, presque le même scénario, hein, mais où l'exécutant tue, parce que le parti l'a dit. Et en ce qui nous concerne aussi au Congo, il faut que les gens apprennent aussi à dire non à une loi qui est injuste. On ne peut pas exécuter une loi, accepter une décision, sous prétexte que l'on veut rester loyal. Monsieur Prosper Mwana-Musoki sur Congo Liberty, qui vient de terminer son propos. Nous remercions tous les internautes de Congo Liberty en vous souhaitant un très bon week-end.